Bonjour à tous, bienvenue au premier webinaire Servim de l'automne. Hello everyone and welcome to the first Servim webinar of the fall season. Et je vais laisser Denis Laurando présenter notre conférencier Jeffrey Sawyer-Charon. Merci Annette. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de présenter le séminaire d'aujourd'hui qui est de présenter, le conférencier d'aujourd'hui qui est Geoffrey Sawyer-Charon, qui est un étudiant à la maîtrise sous ma direction. Son projet de maîtrise ne porte pas du tout sur la robotique mobile. Il travaille sur un projet de système de nettoyage de surface avec des lasers haute puissance portés par un bras robotisé. Sauf que Geoffrey provient de génie mécanique et puis s'intéresse à la robotique mobile. Donc, quand on a discuté de la possibilité de faire un cours de lecture dirigée, il m'a proposé de développer un petit robot autonome pour comprendre les différentes parties que ça comportait un tel système. Et comme c'est quelqu'un en génie mécanique, il ne fait pas les choses à moitié. Comme vous voyez, le petit robot sur la première diapositive, c'est la conception qu'a fait du robot Geoffrey dans le cadre de son cours de lecture dirigée. Donc, quand j'ai un étudiant qui fait un cours de lecture dirigée, généralement, j'aime ça qu'il puisse présenter son travail au groupe pour montrer que dans les cours, dans ce genre de cours-là, il fait quand même des choses sérieuses. Donc, c'est pour ça qu'il y a un séminaire ce matin. Hello, everyone. I'm pleased to present Geoffrey Sawyer-Charon, who will introduce you on the the mobile robot that he has developed during the lecture dirigée course during the past summer semester. Geoffrey is a master student under my supervision, but his master research program project is not on mobile robotics, but rather on how to the development of a system for cleaning surfaces using laser guided by robots. But he was curious about mobile robotics, so that's why he asked me if he could work on this topic for the lecture dirigée course during the summer semester. Donc, sans plus tarder, c'est-à-dire, je vais demander à Geoffrey de nous présenter les résultats de son travail d'un cours de 3 crédits. Donc, ce n'est pas un projet de maîtrise, mais on voit que quand même, la réalisation est quand même de bonne qualité. Geoffrey, je te laisse la parole. Ouais, bonjour tout le monde. Tu m'entendais-tu? C'est bon? Non? Oui? Oui. OK, c'est bon. Vraiment, je vais vous présenter mon projet que j'ai réalisé en cours de lecture dirigée. Premièrement, moi, personnellement, je vais me familiariser avec le capteur LIDAR ici. Est-ce que vous voyez mon curseur? Oui? Oui. OK. Je vais me familiariser avec le capteur LIDAR. C'est que j'ai fait une plateforme robotisée, tout imprimé en 3D. Ça, c'est le Mark II. Ça, c'est parce que le Mark I, il a fondu dans mon auto. C'est ça qui arrive des fois, quand c'est imprimé en 3D. Mais là, voilà. C'est que sans plus tarder, je vais expliquer pourquoi je voulais me familiariser avec les capteurs LIDAR comme celui-ci. Premièrement, parce que c'est très familier. Il y a beaucoup d'applications, disons, même dans notre vie du quotidien, comme les petites Roomba, que maintenant, c'est pas un vrai Roomba, c'est une autre compagnie, mais ils utilisent maintenant des capteurs LIDAR, comme vous voyez là, le petit capteur rouge, qui permet de scanner la pièce puis faire des trajectoires optimisées pour nettoyer, pour faire la balayeuse dans la maison. Et aussi le même capteur qui est utilisé en entreprise pour transporter des boîtes, mais il y a plusieurs autres applications. C'est pas mal ça. Dans ce projet-là, je vais vous présenter premièrement la partie SLAM. C'est la partie qui va créer une map pour moi, disons. Il va savoir il est où le robot dans cette map. Puis on va pouvoir, avec cette map, là, se déplacer dans la map. C'est qu'il va y avoir un petit peu de SLAM. Aussi la conception de mon prototype. Disons, j'ai passé quand même beaucoup de temps sur la conception du prototype final. Après ça, je vais vous présenter un petit peu le programme que j'ai créé pour qu'il se déplace du point A au point B. Principalement, le but de mon projet, c'était qu'il se déplace du point A au point B de façon autonome. C'est pas mal ça. Puis aussi des améliorations à faire pour un futur projet. Disons, il n'est pas parfait, puis il y a eu des erreurs que dans un futur projet, ça pourrait être amélioré. Premièrement, le capteur lui-même. C'est bien facile, disons. Ce capteur-là, il capte 360, il y avait une lumière. Puis
avec la réflexion de sa lumière, avec juste le delta temps, il est capable de savoir la distance de l'objet qui a rebondi. Avec toutes les données qu'il me donne en 360 degrés, je suis capable d'avoir tous les murs de la pièce. Puis ça va jusqu'à à peu près 9 mètres, disons. C'est qu'il capte quand même assez loin. 9 mètres, peut-être plus. Non, il me semble que c'est 9 mètres. C'est qu'il capte une bonne distance. Puis avec les données qu'il nous donne, on peut faire du SLAM, comme on peut voir ici. Ça peut créer une map de la pièce en bougeant le robot, là, disons. Il est capable de updater sa map avec les références qu'il y a eu dans le passé. Puis au fur et à mesure que ça tourne, à chaque fois que le robot bouge dans la pièce, il est capable de générer la map en temps réel. C'est ça qui est le fun, c'est que, disons, je m'en vais dans le couloir ici, je vais pouvoir générer en continu une nouvelle map. C'est qu'il va pouvoir se déplacer tout le temps, même si la map n'a pas déjà été générée, disons. C'est un peu ça. L'algorithme de SLAM, principalement, ça extracte les points significatifs. Puis après ça fait juste tourner dans une boucle avec les points qu'il y a eu déjà. Puis il rajoute des points qu'il n'avait pas avant. Bon, premièrement, commencer, c'est que il faut penser à comment concevoir le robot. Principalement, il faut penser que j'ai acquis un Raspberry Pi pour le projet. Puis aussi, je voulais penser que, OK, c'est qui va contrôler les moteurs? C'est qui va contrôler la programmation, disons, l'algorithme qui va vous permettre de dire, OK, avance le moteur-là à telle vitesse ou avance de ce nombre de temps-là. C'est principalement, moi, c'est à partir du fait que Raspberry Pi, ça coûte pas cher, l'Arduino, ça coûte pas cher. Puis les deux ensemble, il y a aussi une bonne communauté qui utilise ce produit. C'est qu'il y avait beaucoup de documentation sur Internet qui permettait d'utiliser ces deux en combinaison pour faire le projet. Et aussi, le capteur que j'ai utilisé aussi, c'est vraiment un capteur populaire sur Internet. C'est le RP LiDAR A1M8. Ce capteur-là, c'est le moins cher, mais aussi tout le monde l'utilise. Ça fait qu'il y a déjà des librairies créées, déjà des programmes qui utilisent ce même capteur qui facilite grandement ma job parce que je ne suis pas le meilleur programmeur de tous les temps. C'est juste que si je ne vais pas commencer l'algorithme de SLAM du début, je vais prendre quelqu'un qui l'a déjà fait, qui l'a bien fait, puis juste mal rajouter j'aime brocher à son code, puis je vais rajouter des features. C'est que premièrement, disons, l'Arduino, lui, son objectif, c'est de contrôler les 4 moteurs. Puis il y a une petite connexion USB entre les deux, entre le Raspberry Pi et l'Arduino, eux autres communiquent. En d'autres mots, c'est que le Raspberry Pi, lui, il envoie les commandes. Il dit juste, OK, avance ou tourne ou avance ou recule. Puis l'Arduino, lui, s'occupe de faire les bons contrôles pour tourner les bons moteurs avec les données qu'il reçoit. Puis ici, on voit un petit Shield Motor Controller. Ça, c'est bien facile. On va juste plugger ça. Ça coûte à peu près 10$ sur Internet, c'est quand même assez capoté. Tu plugues ça dans ton Arduino, puis tu viens brancher les 4 moteurs aux bonnes places, les moteur 1, moteur 2, moteur 3, moteur 4. Puis ça marche super facilement, puis il y a déjà des librairies qui permettent de juste dire moteur 1 avance avec le temps, puis c'est pas mal ça. Là, on peut remarquer qu'il y a comme deux circuits. Il y a un circuit 5 volts, il y a comme deux batteries. Il y a deux batteries. Ces deux batteries-là, c'est des batteries Power Delivery. C'est comme pour les nouveaux cellulaires là, que tu peux charger vraiment rapidement ton cellulaire. Mais bref, ces batteries-là, ils me sortent un 5 volts, 3 ampères, que c'est ça qu'il a besoin, le Raspberry Pi. Premièrement, il y avait une batterie avec un interrupteur pour pouvoir le allumer et le fermer sans débrancher la batterie du fil, disons. Ça fait qu'on a un interrupteur, puis là, ce courant, lui qui fait le 5 volts, il contrôle le capteur, puis aussi, il allume le Arduino. Puis là, il y a aussi un circuit 12 volts pour les moteurs. Ces moteurs-là sont la même chose, sauf que j'ai un petit déclencheur de charge rapide qui me permet de sortir un 12 volts, 1,5 ampères. Disons que ce n'est pas idéal. Disons, les moteurs, ils devraient en prendre. Ils aimeraient ça que ça soit comme 3 ampères. Mais ça allait bien marcher. C'est correct. Puis j'ai aussi mis un interrupteur pour pouvoir allumer les moteurs et les fermer. Puis qu'est-ce qui est le fun, juste de même, c'est que, tu vois, c'est la même batterie. C'est avec moi, des fois, je faisais juste la programmation Raspberry Pi.
puis j'avais pas besoin de les moteurs. C'est que les moteurs étaient fermés. Puis là, des fois, j'avais plus de piles. C'est que là, je faisais juste fermer un Raspberry Pi, puis j'interchangeais les deux batteries pendant qu'elle chargeait. J'étais capable de continuer la programmation. Voilà. Puis là aussi, j'ai aussi ajouté un écran LCD pour voir pouvoir afficher qu'est-ce que le Raspberry Pi envoie au Arduino, puis pouvoir comme débugger mon code un peu comme ça. Ça fait que c'est ça. Pour le câblage et les composantes, il fallait faire la conception, pouvoir tout rentrer ça à l'intérieur. Premièrement, j'ai modélisé toutes les composantes. Il y en a que j'ai pris sur Internet, là, qui est déjà faite. Mais on part d'une base. Là, cette base-là, c'est la base que j'ai achetée parce qu'il permettait d'avoir les bons moteurs, puis aussi une plaque de métal qui était vraiment assez rigide, qui permettait de mettre toutes les composantes dessus. Ici, on peut remarquer dans ma conception, c'est conçu en comme 4 pièces. Là. Il y en a une ici, le cover de batterie, puis l'autre cover de batterie. Puis aussi, il y a comme je dirais, la boîte et le couvercle. Mais j'ai dû imprimer ça en 3 batchs, en 4 batchs, parce que mon imprimante, il y a des dimensions, là, je ne peux pas imprimer tout. Puis aussi, il fallait que tu imprimes d'une manière raisonnable, disons, de la bonne orientation. Ça fait que celle-là, disons, est imprimée du bas vers le haut, puis le reste est imprimé exactement comme vous le voyez. Mais il faut comme penser pendant notre conception à comment ils vont être imprimés pour que ça soit assez solide, puis il faut que ça dure dans le temps. Voilà. C'est que ça, juste de même, là, j'avais laissé une petite ouverture ici. Là, on voit on-off, ça, c'est les switches pour les interrupteurs. Puis le Pi, c'est le Raspberry Pi, puis les moteurs, c'est le M. C'est que j'avais le contrôle de ces deux. J'avais le contrôle de l'alimentation ici. Puis j'ai aussi laissé un petit trou pour passer un fil HDMI. Parce que si je veux me connecter vraiment, je me connecte à distance sur la Raspberry Pi pour pouvoir le programmer. Il faut que je me connecte à l'Internet. Il faut que je connecte le Raspberry Pi à l'Internet avant de pouvoir me brancher dessus en connexion à distance. Je vais laisser un petit trou pour brancher un câble HDMI à une télé, genre, pour après ça, prendre mon petit clavier, puis aller me connecter. J'ai un petit clavier comme ça, je sais pas si vous voyez, qui est déjà branché dans le Raspberry Pi à l'intérieur. Je pouvais juste me plugger, je me connectais sur un écran, puis je me connectais sur le Wi-Fi, puis après ça, j'étais capable de me connecter à distance sur mon robot. Bon, premièrement, vous voyez les roues ici, là, les roues Mecanum. C'est un couteau à double tranchant. Là. Il glisse pas mal beaucoup, mais il permet de tourner sur lui-même de façon vraiment sans bouger. Ça fait que dans ce projet-là, j'ai vraiment utilisé juste aller par l'avant et tourner sur moi-même. Mais j'ai aussi fait des fonctions qui aillent vraiment en diagonale. Je pouvais l'utiliser, disons, comme un petit RC car. Je pouvais AWDS, là. Puis j'étais à le contrôler pas dans toutes les directions, mais disons que je ne l'ai pas utilisé dans la programmation finale. Voilà le câblage à l'intérieur. C'est quand même assez simple. Disons, les moteurs, ils ont des encodeurs dedans. Je les ai branchés dans l'Arduino, mais je ne les ai pas utilisés à cause que les roues glissaient beaucoup trop. Ça ne servait à rien, à part que je pourrais peut-être les tourner à exactement la même vitesse, mais les roues glissaient, ça ne me donnait pas des données très significatives. C'est qu'ils sont branchés, c'est sûr qu'il y a plus de fils, là, mais principalement, voici les deux interrupteurs, le déclencheur de charge rapide. Ici, on peut voir les deux petits fils, ça c'est le 12 volts qui s'en vient vraiment se plugger dans le contrôleur lui qui contrôle la vitesse des moteurs, parce que lui, il veut un 12 volts pour mettre 12 volts dans les moteurs. Puis un peu les plugs, ça c'est ma plug, disons, pour mon petit clavier. C'est pas mal ça pour ça. Premièrement, bon, maintenant, je vais parler de l'environnement ROS. C'est que moi, j'ai downloadé l'environnement ROS sur mon Raspberry Pi. Premièrement, c'est que le ROS Master, lui, c'est lui qui dit qui peut faire partie de l'environnement. Puis aussi, il gère l'infrastructure de communication, il gère comme qui peut envoyer des messages, qui peut recevoir des messages. Bref, des publishers, eux autres publient des messages à l'aide de topics. Les topics, c'est plus comme un titre,
une entité, un nom que le message a, comme OK, scan, ça c'est si je subscribe avec un subscriber à scan, je vais avoir le message que scan contient. Puis un peu, c'est que là, il y a beaucoup de publishers qui publient des topics, puis il y a des subscribers qui utilisent ces topics-là pour faire quelque chose d'autre. Bref, moi, j'ai fait un subscriber qui a subscribe à des topics que j'avais déjà, mais que le programme suivant. Le programme RP Leader Hector Slam de Nick L77. Ça me permettait, premièrement, c'est un programme qui fait du slam. C'est que là, on voit ici, ça fait la map en temps réel de qu'est-ce qu'il y a autour du robot. Et le petit point ici, ça, c'est le robot. Mais ça me donne aussi, ça fait la map, mais ça publie beaucoup de topics, mais principalement, ça publie 3 topics que je suis allé chercher avec un subscriber. Premièrement, le topic trajectory. Tu vas voir dans mon prochain vidéo, je vais présenter une vidéo juste après, qu'il va y avoir une petite ligne verte qui va apparaître de où que le robot a déjà été. Mais ça, c'est comme en temps réel. Ça veut dire que moi, je m'en vais juste chercher la dernière donnée de la petite ligne verte. C'est que je sais je suis où en X, Y, puis aussi avec l'angle que mon robot a en ce moment. Puis là aussi, 2D NavGo, ça c'est comme un bouton interactif. Si tu cliques, là, tu peux mettre une flèche rose comme OK, je veux aller exactement à ce point-là. Donc là, tu cliques, puis tu donnes l'orientation que tu veux pour que le robot aille comme son objectif. C'est que là, ça donne X, Y angle. C'est que là, moi, j'ai X, Y angle, puis X, Y angle. Puis là, je peux faire des triangles, puis je suis capable de savoir comment je dois tourner pour me rendre à mon objectif. Puis aussi, j'ai le topic scan qui me permet de voir c'est quoi les données de mon capteur. Puis de voir sont où les données brutes. Ça permet de voir si j'ai pas un mur devant moi pour l'éviter. C'est un peu ça. Puis cette interface-là, c'est l'interface RViz dans Rust qui permet de voir l'environnement où qu'il est mon robot. Fait que c'est quand même assez simple comme programme. J'ai fait un programme qui va en ligne droite, là, mais ça pourrait être disons, si on rapprocherait des objectifs, on lui donnerait des objectifs plus proches un de l'autre, il serait capable de faire des courbes juste en changeant le nombre de points, juste en faisant comme une petite, en décortiquant la position voulue avec plusieurs petites positions voulues jusqu'à temps qu'on arrive à la position finale. Mais bref, dans mon projet, moi, j'ai vraiment fait juste une ligne droite. C'est avec là, disons, moi, j'avais la position actuelle avec la position actuelle du robot. Puis j'avais aussi la position finale que moi, je donnais avec la petite flèche rose. Ça fait que je pouvais juste dire, OK, il faut que je tourne plus, puis j'avance après. Puis disons que ça tourne toujours dans ma boucle. C'est qu'à chaque fois, il va calculer, il enregistre ses points aussi, il va calculer la position qu'on veut. Là. Ah non, c'est ici. Ça calcule l'angle et la distance pour atteindre l'objectif. Bon, mais bref, j'ai aussi vous présenter un peu le code que j'ai fait. Il est assez simple, mais disons, c'est sûr. Là. C'est que là, le code, il dit que, premièrement, si j'ai une position finale connue, des fois parce que s'il l'a pas, il va juste rester dans sa boucle. Parce que si j'ai pas encore actionné la petite flèche rose qui me dit le goal final, ben, il n'aura pas, c'est qu'il va pas rentrer dans sa boucle. Puis là, s'il y en a eu un, il continue. Puis ça, c'est juste pour dire que je peux changer mon objectif en temps réel. Fait que si je dis, ça me tente plus d'aller là, je vais aller là. Fait que là, je peux juste le changer, puis lui, ça va marcher, puis il va pas, il va aller juste pour un nouvel objectif. C'est que ça me permet juste de faire des flags, là. C'est pas si important. Après ça, ici, le flag, on voit ici le premier flag, disons, c'est que si on s'est rendu à l'objectif final, disons, on s'est rendu au point XY, mais on n'a pas la bonne angle, il va pas, on va dire, OK, je me suis rendu, maintenant, va finir pour ta bonne angle. Sans voir, parce que des fois, il va avancer un petit peu, puis là, il va rester pogné dans une boucle. C'est que là, dès qu'il arrive proche de son objectif final, il va aller prendre sa bonne angle. C'est que ça, c'est vraiment juste comme ça, c'est pour se rendre à l'objectif final, XY. Ça, c'est vraiment juste pour prendre le bon angle que j'ai donné. Ça va être juste facile à voir avec le petit vidéo. Ça fait que là, voici mon petit robot.
je vais l'ouvrir, là. Attendez. Parce que là, OK. Là, il est allumé. Là, on voit qu'il y a des lumières en dessous, mais ça, c'est les encodeurs. OK. Puis là, je me connecte avec mon Raspberry Pi en remote desktop. Attendez, là, ça va plus vite que normal. Attendez une seconde. Oh non, ça va, c'est normal. OK. Puis là, après ça, la première étape, c'est de lancer le capteur LIDAR pour qu'il soit déjà lancé avant de lancer le programme HectorSlam. C'est que là, on lance le capteur LIDAR pour qu'il soit un peu dans l'environnement ROS déjà. Après ça, on lance le HectorSlam. Ça va ouvrir l'interface graphique du projet. Puis là, ici, on peut voir que là, je vais aller sélectionner le 2D NavGo. Ça permet de. Ben là, en ce moment, je lance mon programme, mon subscriber qui fait le programme que je viens de vous présenter. C'est qui fait d'aller du point A au point B. C'est que là, je vais sélectionner. OK, je vais sélectionner ce point-là, puis là, je donne son langue finale. Là, on voit le robot bouger. Là, c'est en accéléré, là, il ne bouge pas aussi vite que ça, mais tu vois que la ligne verte, là, elle glisse. Là. Elle glisse, mais en bout de ligne, il s'est rendu à son point final. Parce que je recalcule tout le temps à chaque itération de décision, je recalcule tout le temps un triangle. C'est peut-être pas la méthode la plus, optimisée, mais ça marche. Fait que là, il revient, il se met à son main. Tu sais, j'ai quand même laissé un bon son intervalle qui est correct, là. Pas qu'il reste poigné trop longtemps. Là, après ça, je vais vous montrer avec une boîte à l'intérieur. Disons que je bloque son chemin. Moi, dans mon programme, il regarde en avant de lui. S'il n'y a pas un obstacle, s'il y a un obstacle, il va essayer de l'éviter. Ben, il va l'éviter. Avant de construire sa trajectoire, puis avant de recalculer ses triangles. Fait que là, il regarde, OK. Puis là, il évite. Puis j'essaie de le faire passer encore à côté de la boîte, puis juste un peu à côté, puis non, il l'évite. C'est qu'il ne rentre pas dedans. C'est que le petit capteur, le petit capteur LIDAR, il fait quand même pas mal de jumps. C'est assez le fun. Là, ça, c'est le meilleur, je dirais. Là, on voit vraiment qu'il l'évite super bien. C'est un peu ça. Là, je vais vous présenter, disons, là, en temps réel. Parce que là, oh, OK, je vais sortir de ça. Non. OK. OK, je peux pas. Attends, je vais arrêter de partager. Non. OK, attendez, là, je suis pas capable de. Nouveau partage. Je peux partager mon desktop 1. OK. Je vais juste montrer en temps réel, là, ça ressemble à quoi. Oh boy, attendez-vous. OK. Bon, ça va pas vite, disons. C'est ça le temps réel. C'est pas. Puis disons, il y a deux steps. Là. Il y a un step qui, quand il y a un grand delta T, il va vraiment bouger. Ben, un grand delta angle, il va bouger plus que quand il y a un petit. C'est comme juste pour que ce soit un petit peu plus vite. Là ça, c'est un grand delta distance. C'est que là, il va bouger un petit peu plus vite. Ben, un petit peu plus loin. Ça, c'est vraiment les petits. Puis il devrait, vers la fin, il devrait comme faire moins de pas. Voilà. Il fait son pas vraiment plus petit pour se rapprocher. On fait ça parce que vraiment, là, si je vais plus vite que ça, je vais perdre le tracking du slam. Je peux pas aller si vite que ça, il va perdre son tracking. C'est un peu ça. Là, il prend son angle final. C'est que je prends un autre petit vidéo qui permet vraiment. Ça, c'est un autre petit programme que j'avais fait, là, si on peut voir. C'est vraiment un programme qu'il voit quelque chose à droite, disons, il voit quelque chose à gauche, il va tourner à droite. Il voit quelque chose à droite, il va tourner à gauche pour éviter les obstacles, mais lui, il ne sait pas il est où. Puis c'est juste un petit programme qui utilise vraiment juste le capteur. C'est que là, il va voir son mur, puis il va tourner.
Mais ça, disons, le véhicule va mal plus vite là, à cause qu'il n'y a pas besoin de faire du slam. Ça, c'est un peu les Roomba les Roomba les vieilles, disons, là, qui n'utilisaient pas vraiment de capteur lidar. Il y a juste un capteur gauche droite. Voilà. C'est qui fait ses trajectoires de même. Je vais partager mon autre écran. OK. Oh, ça aussi, je veux le même. OK. Bon. Premièrement, là, premièrement, disons, les améliorations qui seraient possibles, là, ça serait vraiment d'avoir peut-être un Jensen Nano. Ça, c'est un ordinateur d'NVIDIA qui ressemble un peu à un Raspberry Pi, mais qui va beaucoup plus vite. Ça pourrait peut-être permettre de perdre pas le tracking du SLAM si l'algorithme de SLAM tourne plus vite. De plus, les moteurs, moi, c'est des 330 RPM. Mais pour vrai, ça serait pas mal plus facile, ça serait des 165 RPM, mais disons, un petit peu la moitié plus bas. Parce que moi, disons, je mettais vraiment la vitesse au minimum. Un peu moins que ça, puis ils n'avancent plus. Là. Vraiment parce que les moteurs, ils vont trop vite. Puis je n'étais pas capable de les faire avancer plus lentement que ça. C'est qu'il pourrait, s'il y a un autre projet futur, je mettrais des moteurs qui aient vraiment un plus low RPM. Puis aussi des roues normales, là, parce que moi, j'aimerais ça peut-être utiliser les encodeurs pour la prochaine fois, disons, parce que ça glisse beaucoup trop des roues de même, mais il y a aussi l'avantage que ça tourne vraiment sur lui-même. Mais des roues normales, peut-être aussi. Ça, je me dis, là. C'est pas mal ça. Un petit mot de la fin, pour vrai, ce projet-là, ça m'a permis de m'améliorer grandement dans la conception ou n'importe quoi, mais vraiment aussi en programmation avec le capteur, puis ça m'a permis de voir vraiment c'est quoi un capteur LiDAR, puis c'est assez capoté. C'est le seul capteur que ce robot-là, c'est vraiment celui-là, puis il fait tout ce qu'il faisait. Là. Puis il peut en faire pas mal plus. Là. Je vais juste vous le présenter visuellement, le robot, pour besoin de la cause. Oh non, je ne vais pas partager. Je vais arrêter de partager. Mieux. OK, mais. Ah, il est là. OK, est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que je vois? Oh, je vais montrer plus. Fait que ça, c'est le robot, là, il est inversé, là, on-off, là. Mais là, il y a des petites switches ici, là, qui permettent d'activer le robot. Puis là, il y a vraiment les deux batteries, qui permettent même de voir comment de batterie reste dans ta batterie. C'est vraiment comme des chargeurs, là, tu vois, comme des chargeurs. Puis aussi l'écran LCD qui affiche les données qu'il reçoit, là, quand même assez simple. Puis c'est pas mal ça pour moi, disons. Est-ce qu'il y a des questions? C'est ça. Oui, merci Geoffrey. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Ben, moi, j'en aurais une. Overall, le système que tu as fait, ça revient à combien, mettons, si tu fais la somme de toutes les choses? Parce que là, pour un cours de 3 crédits, tu as quand même Oh, investi oui. pas mal, mais. Je dirais au moins, c'est à peu près 550, je dirais. OK. À peu près, là. OK. Ben, je dirais peut-être un petit peu moins. Les batteries, c'est genre 30$ chaque. Le Raspberry Pi, c'est à peu près 60. L'Arduino, c'est à peu près 30. Le capteur, c'est 150. Le frame des moteurs et la base, c'est genre 130, 140. Mais c'est à peu près 550, je dirais, avec tout OK. Ben, c'est quand même, pour un petit robot comme ça, c'est bien fait. Il faut quand même réaliser que c'était dans le cadre d'un cours de lecture dirigée. Oui, mais tu sais, Il y avait je de le la garde, là. curiosité là-dedans. Oui, c'est ça. Je Il y sais. a Philippe Giguère qui a une question. Philippe, Oh, il lever la main, mais je ne sais pas s'il est parti. Ah, Philippe, est-ce que tu es là? ah, Vous m'entendez? Oui, oui, oui. ça va, Parce que oui. mon Zoom, il a comme figé. Je peux t'entendre. On ne Je peux t'entendait plus pas, mais cliquer, rien faire. là, on t'entend. Fait que là, ça peut exploser n'importe quand. Le Windows est en train d'essayer de le flusher. La question que j'avais, c'était que je me demandais, ça t'a pris combien de temps à faire tout ça, ce projet-là? Disons, la conception, là, moi, je suis quand même assez vraiment facilement aisé en conception. Là. La conception m'a pris peut-être 3 semaines. Là. J'avais déjà fait des projets qui étaient similaires, surtout avec les batteries. Là. Les batteries, je n'ai pas pris ça de nulle part. Là. J'avais déjà fait un projet qui c'était comme un gimbal pour s'allumer une caméra.
que j'avais pris cette batterie-là comme manette, comme poignée. Fait que je savais que ça marchait. Mais peut-être 3 semaines de conception, comme d'impression, puis de faire de conception 3D. Là. Puis là, quand il a fondu, j'ai dû mettre une autre petite fin de semaine, là, mais pour de ça, c'était quand même assez straightforward. Là. Puis en termes d'expérimentation avec l'algorithme de SLAM, parce que là, tu as pris l'Actor SLAM, il y avait plusieurs versions, il y avait Gmapping aussi que tu aurais pu utiliser, tout ça et tout ça. Tu fais beaucoup d'expérimentation ou tu l'as surtout utilisé juste un peu en mode passif, dans le sens que tu veux te localiser, faire un peu une carte et tu n'as pas poussé plus loin au niveau de l'expérimentation avec le SLAM? Non, pour la grille de SLAM, moi, j'ai pris lui qui marchait là, avec mon capteur que j'avais acheté, disons. Là. Je ne suis pas super bon en maths. Là, j'ai vraiment pris un horaire qui marchait et que tout le monde utilisait. Il y a beaucoup de monde qui utilise celui-là. Je me suis dit qu'il était clairement meilleur que moi. Oui, c'est ça, parce que ça, Hector Slam, on avait un étudiant qui l'avait déjà testé, Sébastien Michaud, puis c'est ça, il avait comparé l'Hector Slam avec le Gmapping, puis les différences de performance ressortaient quand on faisait ce qu'on appelle du loop closure. Là. On allait sur le pouliot, il y avait une pouliot au 3e étage, tu peux faire des belles boucles. Là. Puis ce qu'on voyait, c'est que le Hector Slam avait de la misère un petit peu avec ce qu'on appelle les loop closure, alors que le Gmapping était un peu plus performant. Par contre, tu as peut-être raison à ce niveau-là que le Hector Slam est peut-être un peu plus facile à utiliser. Donc, est-ce que c'est un projet de 3 crédits, là, donc qui a duré quelques semaines finalement, puis tu as réussi à faire quand même avec. Ce qui est intéressant, je dirais, pour ceux qui nous écoutent, c'est qu'avec des blocs assez simples finalement, puis des hardware et software, tu arrives quand même à faire une démo de robotique convaincante dans le cadre d'un cours. Fait que, tu sais, ce que je voudrais véhiculer aux étudiants qui nous écoutent, c'est que la motivation pour faire le projet, pour faire le cours, c'était que Geoffrey voulait utiliser le capteur LIDAR. C'était ça son objectif. Ouais. Fait qu'on on avait une réponse, il fallait trouver une question. Fait que la question, ça a été de faire un robot. Est-ce qu'on peut faire un robot téléguidé pas téléguidé, pardon, mais guidé par des données 3D. Puis, ben, comme il y a un bon background en mécanique, il a fait la conception du robot qui est quand même assez neat. Puis, ben, ça donne les résultats que vous avez vus ce matin. Donc, je pense que tu peux être fier de ton système parce que en cherchant, parce que moi, je l'ai pas aidé du tout. Là. Il a tout trouvé ça par lui-même. On se voyait à chaque semaine, puis on s'en parlait 5 minutes. Donc, je trouve que c'est quand même une bonne réalisation. Tu as mis combien d'heures à peu près? Parce qu'un cours de 3 crédits, c'est généralement 45 heures, mais je pense que tu en as mis plus que ça. J'en ai pas mis tant que ça. Là. J'en ai mis qu'est-ce qu'il fallait, là, une journée par semaine. Là. Mais disons, la conception, moi, ça compte pas. Là. Genre, j'aime ça faire ça. C'est que la conception, disons, la période de conception, j'ai mis plus de temps, puis vers la fin, parce que vers la fin, ça marchait pas, là, je veux dire. Là. J'ai juste trouvé comment faire un subscriber. C'est ça, là, vraiment, le turning point. Là. Quand j'étais capable de faire un subscriber, je savais que j'étais capable de finir le projet. Mais avant, je n'étais pas capable de pouvoir rentrer dans l'algorithme de SLAM. Je n'étais pas capable de sortir de ça. C'est que là, je ne peux même pas envoyer des commandes à mon Arduino. C'est que vraiment, quand j'ai réussi à comprendre en regardant des vidéos YouTube comment faire un subscriber, j'ai vraiment comme ça a fait OK, là, je suis capable de faire ça, puis là, c'est vraiment plus simple. Là, je peux faire vraiment des trajectoires. Là, ça ne serait pas si compliqué. C'est juste la petite c'est de la programmation qui reste. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, bien, on pourrait remercier Geoffrey de son excellent séminaire pour un cours de 3 crédits. C'est une belle réalisation. Puis ça fait un bon séminaire aussi. Donc, on te remercie. Annette, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Je veux juste dire que c'est vraiment impressionnant. Moi, j'ai vraiment aimé ça, cette présentation. Puis, ben, merci beaucoup, Jeffrey. Pas de problème. Merci à vous. Allez, merci bien. Bon, bien, on se voit au prochain séminaire, Annette. Tu vas l'annoncer quand ça sera cédulé. Oui, oui, c'est